Et parfois, il faut aller travailler sur nos vieilles blessures à nous. Parce que parfois, il y a des enfants qui vont venir nous déclencher dans des vieilles blessures, qui vont nous amener à être réactifs. Et il faut accepter d'être un peu plus en déséquilibre parce que, tu sais, les enfants, c'est pas une recette de gâteau. Malheureusement, on peut pas juste appliquer une espèce de recette puis dire, ça va fonctionner avec tous les enfants. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, j'ai comme pas du tout envie de te présenter parce que le monde te connaît. Nancy Doyon, quand même, je veux préciser ton nom et tout, avec tout le respect que j'ai pour ton expérience. On en parlait un peu en préparant l'entrevue, etc. Tu fais partie des précurseurs au Québec du coaching familial. On a tous appris... En fait, je dirais que je pense que je suis la précursiste. Quelque chose comme ça. C'est moi qui ai démarré le mouvement. Quelle chance de t'avoir, honnêtement. J'ai vraiment hâte qu'on ait cette conversation pour de vrai. Tu as écrit aussi des livres. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler. On pourra en parler pour où les trouver, etc. Vous aurez tous les liens de toute façon dans le descriptif de l'épisode. Donc Nancy, tu as une belle équipe qui t'entoure. Donc coaching familial, auteur, conférencière. Tout ça, toutes ces casquettes-là sur cette tête-là et ces épaules. J'ai une école de coaching familial. Maintenant aussi, je forme des intervenants un peu partout sur la planète à mon approche. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment grâce au web, bien entendu. Mais j'ai quand même eu la chance de voyager. J'ai donné de la formation en France, en Belgique, au Maroc, au Liban, avant la pandémie. Maintenant, avec le web, je forme des intervenants un peu partout, en Suisse, partout dans la francophonie. Tu voyages dans ton salon. Oui, c'est ça. Je préfère avant la pandémie. C'est ça. Nancy, avant de débuter, en fait, on a une question qu'on aime poser un peu pour découvrir qui on a en face de nous. Puis c'est André qui est chargé de cette question. Nancy, quel type d'enfant étais-tu? Écoute, moi, j'étais une enfant qui avait une grande gueule. Je parlais sans arrêt, je pense même la nuit. J'étais une enfant qui prenait quand même beaucoup de place, qui avait très confiance en elle. Mais moi, à l'époque, si j'étais née à l'époque où le TDAH était à la mode, c'est sûr que ma mère se serait dit, je pense qu'elle est défectueuse. Par contre, à l'époque, ma mère voyait ça comme des qualités. Donc, comme je parlais énormément, j'étais dérangeante dans une classe sans bon sens, comme je parlais énormément, ma mère s'est dit, elle a un talent en communication. Alors, très tôt, elle m'envoyait animer des trucs dans les soirées. Et j'ai donné ma première conférence à l'âge de 10 ans à des adultes sur le sens profond de la confirmation. Oui, j'ai 10 ans et je sais. Et j'étais le type d'enfant aussi qui aimait beaucoup se mélanger aux conversations d'adultes, qui aimait beaucoup les discussions philosophiques. Et j'avais des parents qui étaient versés vers la croissance personnelle et qui m'impliquaient dans c'est intéressant. Donc, j'étais le type d'enfant que parfois les gens restaient surpris de dire « Mais comment un enfant de cet âge-là peut avoir ce type de conversation? » Oui. J'ai suivi mes premiers cours de croissance personnelle, j'avais 4 ans. C'est ça. J'étais une drôle de bébé. Mais mes professeurs, ou bien ils m'aimaient beaucoup, ou bien ils me détestaient parce que je prenais quand même pas mal de place dans cette classe. C'est drôle, souvent je vais compléter en disant est-ce que ces qualités-là sont restées? Mais j'ai l'impression que oui. Là, tu sais. Je fais on m'a appris à bien les utiliser, beaucoup d'énergie. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je suis quelqu'un de très, très dynamique. Je pense que ça fait un peu ma couleur. Mon côté très créatif aussi. J'ai toujours été quelqu'un de créative. Ça m'a aussi servi dans mon boulot. Cool. Donc, tout ce qui était des défauts, probablement, pendant mon enfance, c'est devenu un peu les piliers de mon entreprise par la suite. Donc, Mais je suis curieuse, en fait, donc tu as démarré tout le coaching familial au Québec. J'ai comme envie d'en découvrir un peu plus sur toi. Est-ce que tu as travaillé dans l'éducation ou tu étais beaucoup dans la communication? C'est quoi les jobs que tu as eus? Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Et ça fait un peu plus de 30 ans. J'ai travaillé pendant une dizaine
d'années dans les centres jeunesse avec les adolescents garçons en troubles graves du comportement. J'ai été même famille d'accueil de transition. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Les jeunes, quand ils sortaient du centre d'accueil, ils venaient passer un bout chez moi. Je leur montrais à faire un budget, se trouver un appart, etc. 23 ans. Oui, c'est ça, j'avais 23 ans. J'ai toujours été par 1000 projets. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé en CLSC. Centre local de services sociaux, qui sont maintenant les CIUS. J'ai fait ça pendant 7 ans. Entre 2 contrats, parfois, je travaillais en milieu scolaire, primaire et secondaire. Et progressivement, je me suis mis à donner des conférences. À cause de mes différents boulots, on me demandait d'animer des ateliers. Je dis, j'ai toujours eu une grande gueule. Au primaire, secondaire, quand l'enseignant disait, il y a un exposé oral, je disais, yes! Fait que quand mes patrons disaient, est-ce que tu veux animer un atelier de parents? Ben oui. Absolument. Pas de problème, sans problème. Et progressivement, mon nom a circulé. Je me suis mis à donner des conférences de plus en plus. Et là, à travers mes conférences, il y avait des gens qui venaient me voir en disant « Ah, toi, t'es comme une espèce de super nanny. » Je disais « Oui, mais version ouais. C'est quoi les enfants? Et je les assois pas tous devant une espèce de tableau avec des règles. Je fais pas ça. Mais ils sont debout. Non, ouais, c'est ça. Mais je disais oui, dans le sens où j'allais à domicile, j'aidais les parents et les gens disaient on aimerait ça que tu viennes chez moi. On serait prêt à payer. Là, je fais Moi, j'étais maman monoparentale, fauchée, cassée. Ça faisait bien. Ouais. À l'époque, je demandais 50$ pour une consultation, puis parfois la consultation durait 2h30. Fait que, mais c'est pas grave, ça arrondissait les fins de mois. Ouais. Et progressivement, je me suis dit, peut-être qu'il y aura un marché là. À la même époque, ma sœur, qui est mon adjointe maintenant, est allée suivre une formation en coaching d'entreprise. Et elle me disait, Nancy, ce qu'on y apprend, ça dépasse l'entreprise, je suis sûre que tu aimerais ça. Avec de l'argent que j'avais pas, je suis allée suivre cette formation-là et je me suis mis à faire comme coaching familial. Parce que c'est vrai, je voyais, c'est un peu là où on s'en va en se parlant de leadership éducatif. Dans cette formation-là, on se parlait justement des qualités d'un bon leader d'entreprise. Puis je me disais, mais c'est la même chose pour un parent. C'est la même chose pour un enseignant qui lead sa classe. C'est la même chose pour l'éducateur spécialisé dans une gestion de groupe. Je me disais, l'autorité, dans le fond, c'est ça. C'est pas de donner des punitions, puis de donner des conséquences, puis de récompenser les bons comportements. C'est pas une question technique, c'est une question de posture de l'adulte. C'est une question d'attitude. Et là, pendant toute ma carrière, j'ai beaucoup modélisé des intervenants que je trouvais qui avaient un bon lien avec les jeunes, qui avaient qui dégageaient une autorité naturelle, donc des éducateurs au centre jeunesse, des enseignants, etc. Puis je me disais, oui, c'est ça. Pour chacun, c'était une question de posture. C'est pas la technique. Puis dans cette posture-là, ce que j'entendais et que je sentais tout le temps, c'était l'amour profond de l'enfant, de l'adolescent. La capacité à mettre une fermeté bienveillante, que j'appelle maintenant. Et là, ça me parlait beaucoup. Donc, dans cette formation-là, je me suis dit, développer du coaching familial. Je me suis mis à chercher sur Internet, il n'y avait rien à l'époque. J'avais trouvé des trucs un peu en France, mais c'était plus des ateliers de groupe en parentalité en général. Moi, je voulais surtout aider les familles qui vivent vraiment des difficultés avec leurs enfants. On est en quelle année à peu près? On recule il y a à peu près 17 ans. OK. Je trouve rien. Je trouve des trucs aux États-Unis, mais c'est très tape à l'œil. Ouais. Ça me parle pas vraiment. Et je décide que, suite à cette formation-là, je vais continuer à me former en coaching, puis dans d'autres approches aussi, là, mais je vais me former ensuite en PNL, en programmation neurolinguistique. Et progressivement, j'ai développé mon approche, j'ai changé ma façon de travailler. À l'époque, je travaillais au CLSC. Et je me suis mis à voir à quel point ça me permettait de responsabiliser davantage les parents, de mobiliser davantage les gens et de leur donner du pouvoir. Et là, je me disais, waouh, c'est super intéressant. Puis à tel point qu'il y a une orthophoniste qui m'avait appelé un jour en disant, Nancy, parce que je travaillais beaucoup avec des clientèles dans des contextes de négligence, pauvreté, faible scolarité à l'époque. Et il y avait une orthophoniste qui m'avait appelé en disant, veux-tu me dire ce que tu fais avec les parents?
cette clientèle-là, on les a jamais vus aussi impliqués dans le plan. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et j'ai rarement vu des enfants progresser aussi vite. Donc, je me suis mis à donner de la formation là-dessus en appelant ça le coaching familial. Et là, ben, de fil en aiguille, je me suis mise à avoir de plus en plus de demandes. Je fais, ouais, ben c'est ça, je fais du coaching familial et j'enseigne aux parents à être le leader de leur famille. Ensuite, ben tiens, je donnais déjà des conférences à l'époque. J'ai eu des demandes pour donner de la formation sur le leadership, mais à des enseignants. Okay. Ah ben oui, c'est vrai, ça s'adapte très, très bien. Ouais. Donc, dans la gestion de classe, comment j'adopte la posture de leader, tombe dans la fermeté bienveillante, ensuite à des éducatrices en garderie, et progressivement, mon approche s'est développée autour du leadership. Et c'est un peu là où j'en suis. Et pendant un bout, j'ai gardé mon boulot à temps plein au CLSC. Et il m'est arrivé une situation un peu difficile au CLSC et j'ai décidé de quitter pour lancer mon entreprise. Puis à l'époque, je me disais, j'espère que je vais avoir assez de clients. Là, chez maman monoparentale encore, on s'appelle. Ouais. Donc, il fallait que je réussisse à payer l'hypothèque. Et ma foi, j'ai mis beaucoup d'énergie à me faire connaître. Je me suis retrouvée dans les médias par hasard un peu. J'ai saisi une opportunité. Ouais. Et puis, je me suis mis à avoir beaucoup de clients, tellement que j'ai dû embaucher des gens pour m'aider. Ensuite, de fil en aiguille, c'est devenu une école. C'est devenu... et il y a quelques années, là, un peu, peut-être 2 ans avant la pandémie, 2 ou 3 ans avant la pandémie, on a ouvert le volet web parce que ma communauté a grossi. Et là, j'avais des demandes un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. Même si j'aime voyager, j'aime aussi être chez moi. Là, les gens me demandaient, est-ce que tu as des trucs sur le web? Est-ce que tu as des trucs sur le web? Au début, j'étais résistante un peu parce que je suis pas très techno. Puis là, je me suis entourée d'une équipe. Puis, ma foi, voilà. Sérieux? Et là, te voilà ici. Ce podcast très prometteur. Merci d'être venu, en fait, d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment inspirant, en fait, d'entendre ce parcours. Pour de vrai, là, c'est vraiment inspirant d'entendre ce parcours. Aujourd'hui, t'en as un peu parlé. On veut parler de leadership éducatif. Et je suis très curieuse de t'entendre parler parce que c'est pas des mots qu'on colle, en fait, ensemble habituellement. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai lu, ce mot-là, en regardant un petit peu ton site, etc., puis tout ce que tu avais fait, les articles que tu avais écrits, etc., je me disais, mais... tu sais, on entend souvent dans les garderies, ouais, c'est bon, c'est comme gérer les équipes, c'est comme gérer les gamins. Des fois, il vaut mieux gérer les gamins. Et en fait, je me disais, mais ça fait tellement de sens finalement de mettre ces deux mots ensemble parce que, en effet, on parle de leader, de leader quelque chose, de leader un groupe, de leader, et que ce soit des enfants ou des adultes, il y a une volonté de partir d'un endroit et d'amener vers un autre endroit. Fait que j'ai hâte de t'entendre. J'aimerais ça que tu nous expliques, en fait, tu définisses un petit peu c'est quoi le leadership éducatif. Je vais éviter de taper dans le micro, ça va être plus simple. Si tu peux nous définir un peu pour mettre un peu les bases et qu'on comprenne de quoi il s'agit. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert à la longue que, moi je viens des centres jeunesse où on était beaucoup à l'époque dans une autorité, puis maintenant, là, mais on était beaucoup dans le cassage d'enfants, dans l'arrêt d'agir. On était beaucoup, tu sais, dans punition-récompense, puis on était beaucoup centré sur le comportement des jeunes. Je comprends. La modification de comportement. J'ai voulu sortir de ça, je me suis beaucoup intéressée à la parentalité positive, aux approches au niveau de la bienveillance, etc. Et parfois, à un certain moment, j'étais un peu inquiète aussi parce que je n'étais pas toujours confortable avec la lecture qu'on faisait du pas d'autorité. Et je me disais, là, j'ai l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Je me disais... parce qu'à la base, les approches de parentalité positive et bienveillante parlent pas d'être débonnaire, mais certains auteurs s'en vont vers là, où je trouvais qu'on exagérait dans... les enfants ont besoin d'une saine hiérarchie. Ont besoin de sentir qu'ils sont entourés par des adultes solides, forts, qui savent où ils s'en vont. En même temps, ils n'ont pas besoin d'avoir des boss, ils ont besoin d'avoir des leaders qui les guident et qui les responsabilisent.
Donc, si on pense, par exemple, au leadership d'entreprise, si je suis un patron leader, je mobilise mon équipe, je les fais participer, on brainstorm ensemble, mais en bout de ligne, j'ai des décisions qui peuvent être difficiles à prendre et ça se peut que parfois, je suis obligée de sanctionner des employés. Mais règle générale, je vais leur donner des responsabilités, je vais leur demander de participer à la construction puis au maintien de l'entreprise. Les impliquer. Exact. Tu sais, je vais être un boss si je dis à mes enfants, à mes enfants, c'est ça. mes employés, tu fais ça, toi tu fais ça, et que je ne fais que diriger, imposer. Et imposer. Donc, si je suis un bon leader, je me sers des forces de chacun, j'essaie d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes, et dans ma posture, dans mon attitude, je reste quelqu'un qui est à l'écoute, qui s'intéresse, qui essaie de vraiment connaître son monde. Et je me dis, tout ça, c'est la même chose avec les enfants. Donc, tu sais, si on pense à la petite enfance, en petite enfance, les enfants, oui, c'est correct qu'on leur donne des choix, tu sais, puis qu'on les implique, tu sais, dans la parentalité positive, on est souvent là-dedans, tu sais, on donne des alternatives, on essaie d'être dans une discipline qui est plus démocratique, que je trouve super intéressante. Mais c'est aussi important que nos enfants apprennent que dans certains cas, non, c'est pas toi qui décides. Ça, c'est les adultes qui décident, puis ça, toi, tu peux décider ça, mais ça, c'est les adultes qui décident. Puis oui, c'est pas le fun. Puis oui, tu trouves ça inconfortable, mais ça... C'est quand même ça. Donc, tu sais, c'est d'essayer de faire la juste part, et c'est là où je parle de fermeté bienveillante. C'est fort, ces mots-là. J'imagine, en fait, que tu dois avoir... Tu sais, en fait, souvent en éducation, t'as 50-50, là. T'as 50% des personnes qui vont être d'accord avec toi parce que, et l'autre, peut-être un peu plus nuancé ou moins d'accord. Mais c'est des mots qui sont forts. Puis, personnellement, moi, j'ai pas de position très ferme sur l'un ou sur l'autre. Je trouve que les deux, il y a du bon et que, en fait, en effet, je te rejoins sur... Ce que je trouve très compliqué, c'est les excès, en fait, dans les deux côtés. Puis, je me souviendrai toujours d'une maman qui est venue me voir un jour en me disant, puis l'éducatrice m'avait dit, est-ce que tu peux dire à cette maman que ça a été compliqué pour cet enfant, les consignes, etc. Ça a été une journée un peu difficile pour le petit Timmy. C'est notre petit chouchou Timmy. Fait que j'ai dit, parfait, je fais le message. Donc, j'explique à cette maman, je dis, tu sais, ça a été un petit peu compliqué pour Timmy aujourd'hui parce que blablabla. Puis, elle me dit, ouais. Est-ce que tu t'es mis à genoux pour lui dire, comme l'avoir à hauteur pour lui parler? Non, ses oreilles fonctionnent bien, il m'entend bien, c'est correct. Fait que je te rejoins là-dessus, sur le côté, t'es comme cette hiérarchie-là peut s'imposer naturellement sans forcément tomber dans l'autoritarisme. Et puis en même temps, il y a ce côté aussi où les parents ont beaucoup, mais les éducatrices aussi, beaucoup d'informations qui se contredisent. Fait que je suis comme... Comment en fait avoir un bon comment je dirais ça, un bon résumé ou une bonne matière ou tu vois, c'est sûr que je peux vous parler de leadership éducatif pendant 3h30 puis je vais manquer de temps puis je suis en train d'écrire le bouquin. Et je ne sais pas comment je vais faire pour faire entrer ça dans un seul grosse coupe. C'est ça. Il va y avoir un amis. Je dirais que une des choses qui est au cœur un peu de mon approche, c'est ça dépend. Je trouve que présentement, et les parents et les intervenants sont à la recherche de petites recettes toutes faites. Et pour beaucoup d'intervenants, c'est très vendeur de dire voici le modèle ABCD pour éduquer les enfants. Et ça va toujours fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous l'appliquez mal. Donc, quand un enfant fait une crise, voici quoi faire. Et là, c'est peu importe l'âge de la crise, peu importe le tempérament de la crise. Donc, le contexte de sa journée. Oui, c'est ça. Peu importe comment moi je vais. Donc, certains adultes vont dire, quand un enfant fait une crise, il a besoin absolument que vous asseyez à ses côtés et que vous soyez dans l'accueil, dans l'empathie, parce que, son cerveau est immature, ce qui est vrai. Son cerveau est immature et il a besoin que vous le preniez dans vos bras. Pour accueillir sa colère. Pour accueillir sa colère, oui. C'est intéressant pour un tout petit de 2 ans, 3 ans. Ceci dit, dépendamment de mon cycle menstruel, il y a peut-être des journées où c'est pas une bonne idée. Moins réceptif, il y a des enfants qui détestent ça. Moi, c'est sûr et certain que si j'avais fait ça à ma fille à l'âge de 3-4 ans,
elle aurait hurlé, elle aurait senti tellement que ça aurait été intrusif pour elle, elle aurait détesté ça. Ça aurait été un manque de respect profond que de faire ça. Et puis après, mais ça dépend des crises. Tu sais, il y a des crisouilles. Tu l'as fait bien. Des vraies crises, puis il y a des crises olympiques. Tu sais, l'enfant qui est en train de mettons, tu sais, on parle d'un tout petit 2 ans, 3 ans, c'est pas si mal, mais rendu à 5, des enfants qui sont grands, costauds, il est en train de virer le local à l'envers, il frappe, il crie, hurle, m'arrache les cheveux, me mord. Ouais, on le voit bien, lui. Faut que je reste calme dans le sens de rester en maîtrise de moi, c'est moi l'adulte. Mais pour moi, ça fait pas de sens que je lui parle tout doucement. Mais encore là, ça dépend. Si je sais que c'est un enfant qui vit une grosse charge émotive, qui est envahi par des émotions et qui se peut plus, c'est correct que même s'il est en train de m'insulter, de me traiter de gros caca qui pue, c'est peut-être correct que je lui dise pauvre coco, ça va pas mon loup, hein? Oh, c'est une grosse colère. C'est peut-être correct. Mais peut-être aussi que l'autre, son petit voisin, quand il va faire le même type de crise, qui sera peut-être pas nécessairement si bouleversé que ça, peut-être que lui, ça va être correct que je lui dise « Hey, oh, stop! Non, tu ne me frappes pas. Ouais. Wow! Ça suffit. On s'assoit. » Et ça se peut que cet enfant-là ait besoin, toujours en maîtrise de moi, bien entendu, mais que je sois un peu plus ferme. Et là, ben, tu sais, et là, parfois, ce soir, je donne une conférence à des éducatrices sur qui s'appelle Intervenant gros bon sens, qui parle de justement ça. Prendre du recul, se demander c'est qui l'enfant qui est devant moi, c'est quoi la meilleure stratégie. Le tout petit de 3 ans qui joue après la lumière du local et je lui dis d'arrêter. C'est un DJ, lui, putain. Oui, qui sait. Ben, tu sais, et je commence souvent cette formation-là avec cet exemple-là. Je dis, ben les filles, des fois il y a des garçons. Moins souvent, mais ouais. Les filles, vous feriez quoi? Et là, chacune a son opinion. C'est comme, ce qu'il faut faire, c'est se mettre à sa hauteur et lui expliquer. Non, ce qu'il faut faire, c'est lui donner une alternative. Ce qu'il faut... Ben attendez, ça dépend. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il joue après la lumière? Pour attirer l'attention, pour attirer l'attention de l'adulte, attirer l'attention du groupe, pour faire rigoler les autres, parce qu'il comprend pas comment ça fonctionne, parce que c'est sa façon de décharger, parce que présentement, il est ultra stressé. On peut prendre un pas de recul. Donc, tu sais, un bon leader d'entreprise prend régulièrement un pas de recul. Et par rapport à ses équipes, par rapport aux objectifs de l'entreprise, il se questionne, il évalue les états financiers, il regarde, il cherche pas une recette toute faite, un bon leader d'entreprise, mais c'est la même chose pour un leader éducatif. Il cherche à comprendre ce qui se passe. Il ajuste son intervention au contexte, à l'enfant, à ses besoins, à la récurrence du comportement, à ce qu'il en comprend, à son état émotif à lui, parce que c'est bien de respecter les besoins de l'enfant, mais il faut aussi respecter les nôtres. Donc, tu sais, je trouve qu'on est beaucoup présentement dans les « il faut absolument tout le temps » et « il ne faut jamais ». C'est comme, en fait, ça me parle beaucoup parce que il y a ce côté, tu parles de ta formation là, et l'éducateur ou l'éducatrice le gros bon sens là. Je trouve que il y a comme une on en parlait avec Josiane, qui est directrice générale maintenant d'Esprit de Famille, parce qu'on est quelque peu occupés, nous. Donc, elle a pris les relais. Puis, elle est, d'ailleurs, on va comme l'annoncer, elle est associée maintenant avec nous à l'Esprit de Famille. Fait que, tout ça pour dire qu'on avait une discussion autour d'une journée pédagogique qu'on organisait pour les éducatrices. Puis, on disait, mais il faut créer un atelier où on vient les reconnecter à la création. Parce qu'aujourd'hui, elle dit c'est fou le budget impression qu'on a. Puis on parle pas de budget, c'est pas ça le point là le sujet de la discussion, c'est comment ça se fait qu'on n'est plus connecté à cette création. Tu sais les spectacles de théâtre qu'on faisait avant, puis j'ai l'impression de parler comme si j'avais 70 ans. Tu vois. Mais on faisait des spectacles de théâtre, puis on créait nous-mêmes les décors, c'était broche à foin, là, c'était un peu tordu, mais c'était cool parce que les enfants le faisaient. Fait que ce que j'entends beaucoup là-dedans, c'est aussi cette espèce de retour aux sources en disant, t'as le droit en tant qu'éducateur ou éducatrice, puis ça,
à ton point de vue, de ce que je comprends, c'est ton devoir d'aller chercher un cadre qui est évidemment bienveillant. On ne parle pas d'autoritarisme ou d'excès là-dedans, mais de se reconnecter à ce pouvoir d'agir et de leader un groupe et d'amener un groupe dans un cadre donné. Exact. Et prendre un pas de recul par rapport à son attitude. Parce que dans les dernières années, les intervenants, puis je m'inclus, on donne beaucoup de trucs d'intervention. Ouais. Sauf que le meilleur truc d'intervention, appliqué avec une attitude de poète, va donner un résultat de poète. Ouais, mais j'ai communiqué avec lui. Ouais, mais tu as communiqué avec une face de bœuf, là. Ça... tu sais, je lui ai expliqué. Ouais. Tu sais, je lui ai expliqué, mais avec 1000 mots à un enfant de 3 ans qui ne comprend rien. Je comprends. Ou encore, tu sais, je pense souvent, je donne souvent l'exemple, tu sais, bon, la méthode 1, 2, 3. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, il se passe quelque chose. Tu sais, c'est une méthode. Écoute, il y a des gens qui ont écrit des bouquins là, là-dessus. Ben, c'est pas de mauvaise intervention, c'est pas de mauvaise, tu sais. Et c'est intéressant parce que, bon, on répète pas 1000 fois ou on va faire un décompte. Mais mettons, prenons le décompte, là. 5, 4, 3, 2, 1, 0, il se passe quelque chose. Ben, le décompte, s'il est fait de façon agressive, l'enfant fige et il va, au lieu de bouger, il va figer là comme un chevreuil sur le bord de la route. Donc, tu sais, ça et là, on va faire, mais il m'écoute pas. Ça se peut même qu'il pouffe de rire parce que son cerveau gèle. Et là, on fait, ben, il se fout de ma gueule. Non, tu sais. Mais sinon, si je fais un décompte, mais qui dure 30 secondes ou 2 minutes et quart, 5. Allez, tu viens, mon grand, parce que là, il faut vraiment y aller. Et tu sais, ou que je suis dans une posture de soumission à l'enfant. Oh, allez, s'il te plaît, je sais que tu es capable de collaborer. D'accord. Il y a des images qui viennent. Ou dans une posture de victime. Tu as des intervenants ou des parents qui sont en victime face à l'enfant. Donc, en tout cas, bref, dans l'approche du leadership éducatif, on vient travailler la posture, les attitudes. Et bien entendu, ben, pour travailler sur sa posture, ses attitudes, il faut travailler sur ses émotions. Ouais, c'est ça. Il faut travailler sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos perceptions, sur nos lunettes sur les par rapport à l'enfant. Ouais, c'est sûr. Et parfois, il faut aller travailler sur nos vieilles blessures à nous. Parce que parfois, il y a des enfants qui vont venir nous déclencher dans des vieilles blessures, qui vont nous amener à être réactifs. Et il faut accepter d'être un peu plus en déséquilibre parce que, bon, ben, tu sais, des enfants, c'est pas une recette de gâteau. Malheureusement, on peut pas juste appliquer une espèce de recette puis dire, ben, ça va fonctionner avec tous les enfants. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. On t'a croisé, je sais pas si tu t'en souviens probablement. C'est ça. Oui. Au congrès d'une association de garderie privée. Et puis, on était représentant pour Mangrove, la plateforme, le logiciel de gestion qu'on a avec Benoît et François, qu'on dit salut. Bref, on t'a vu donner une conférence à cet endroit-là, et en fait ça m'a frappé parce que dans Mangrove, ce qu'on répète très souvent, ce que permet aussi l'application, c'est d'alléger la charge mentale, et de faire en sorte qu'on se concentre sur ce qui compte vraiment. Alors ça paraît un slogan de pub, j'avoue que c'en est un quand même, mais c'est quand même ce qu'on pense pour de vrai, de dire, ben en fait tu t'as jamais choisi ce métier, ben en théorie t'as pas choisi ce métier-là pour être derrière un bureau à remplir des factures, des paperasses ou courir après des parents pour des pauvres signatures, mais il faut les faire parce que le ministère dit de le faire. Fait que, tout ça pour dire que quand tu avais donné cette conférence-là, je me souviens qu'une personne était intervenue en disant moi j'en ai marre parce que j'ai une éducatrice qui arrive et tous les matins elle dit jamais bonjour et elle dit ça, etc. Donc quand même assez fâchée de ça. Fait que moi dans ma tête je me dis oh là là, cette personne est encore beaucoup, sa charge mentale est très intense et il y a un ras-le-bol de tout. Fait que, et toi tu étais intervenue en disant mais oui, mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi? Et en fait, c'est exactement la même dynamique qu'on a, soit à Esprit de famille ou même à travers la plateforme, de dire
d'abord allège ta charge mentale, et puis fais en sorte de redonner ce temps-là, soit à toi-même, parce qu'en fait, tu as besoin de prendre soin de toi, je vais y arriver, et soit de te former, soit d'aller chercher du jus de cerveau un peu, soit juste de laisser tomber un peu ton cerveau, de le laisser se reposer. Moi, je dis descendre de 2 étages. Ouais. Être moins dans ma tête, moins centré sur la tâche. Pour les éducatrices, c'est absolument primordial. Être moins centré sur la tâche, moins dans l'exécution, moins dans les trucs, etc. Descendre de 2 étages, être dans mon cœur, dans mes tripes, dans mon ressenti, dans mon lien avec l'enfant. Mais tu le sais, tu les entends des fois. Dans le fun avec eux. Et les gens vont te le dire, puis tu as dû l'entendre ça 10 fois, 15 fois, 20 000 fois. Ouais, mais attends, tu crois que j'ai le temps, moi? C'est ça le problème. Et oui, c'est ça. Effectivement. Et manque d'organisation, manque de structure, mais on n'est pas éducatrice en garderie pour faire des tâches, on est là pour être avec les enfants. Absolument. Et tu sais, bon, tu as le choix, ou bien tu prends du temps pour créer ton lien avec les enfants, ou bien ce temps-là, ben, les enfants vont faire des crises pour être en lien avec toi. Ils vont te désobéir pour être en lien avec toi. Les enfants ont besoin de nous sentir dans du lien. Les enfants, ça ne fonctionne pas avec leur tête, ça fonctionne avec leur tripes. Donc, si le seul moyen de te sentir dans tes émotions, c'est de te mettre en colère, ils vont te mettre en colère. Ils vont venir te chercher parce qu'ils ont besoin de sentir ce lien-là. Alors, si tu es capable de créer ton lien autrement, en étant, tu sais, je dis souvent, ben, le plus gros de la job d'une éducatrice, ça devrait être d'avoir les 2 fesses assis par terre et être en train d'observer, discuter, jouer avec les enfants. C'est ça, sa job. C'est ça le plus important. Si tu fais le parallèle avec l'équipe, on a souvent cette conversation-là. En fait, souvent, on l'a eu souvent. Quand il y a un moment donné, on a fait un switch en fait à Esprit de famille, puis on est parti sur ce qu'on a appelé l'inspiration sur des entreprises libérées. Là, donc l'idée était de dire, on part de tes. On responsabilise en fait les gens dans les équipes à dire. T'as probablement envie de faire de quoi de cool, de bien, mais est-ce que c'est quoi ton champ d'expertise à toi? C'est quoi que tu as envie de faire de ton côté pour être capable de bonifier ton impact finalement puis de responsabiliser? Je sais pas où est-ce que tu t'en allais avec ça, là? En fait, c'est exactement ça. Donc, ce switch-là a amené en fait une prise de responsabilité et du coup, une reconnexion à ce leadership-là, mais pour elle-même d'abord, c'est de dire je me reconnecte à ce que je suis, à ce que j'aime. Mais qu'est-ce que j'aime, moi, qu'est-ce que je peux apporter? Nous, évidemment, on est un peu plus extérieur, donc puis on connaît nos équipes, donc on avait comme déjà un avis sur ce qu'on voulait lui proposer, mais t'imposes pas. En fait, tu viens donner ce choix-là, orienté, éclairé, etc. Mais tu laisses quand même le choix à la personne. Tu vas pas lui dire maintenant avec le couteau sous la gorge, tu vas faire ça, d'accord? Ça va vraiment avec le sourire, ok? Non, l'idée était d'aller chercher cette reconnexion-là et puis ce leadership pour elle-même, mais cette responsabilité aussi. Il y a comme un Puis je fais ce parallèle-là parce que pour les enfants aussi, c'est la même chose. Comment tu vas chercher la compétence du gamin à réfléchir, à faire des choix, à assumer les résultats qui sont pas toujours bons. Donc, c'est un peu ça aussi l'idée derrière mon approche, c'est de voir comment est-ce que très tôt, on peut impliquer les enfants dans leur propre cheminement. Plutôt que de tout faire pour leur éviter des inconforts, plutôt que d'être toujours derrière eux pour en faire des enfants Pinocchio où on tire les ficelles et on leur dit quoi faire, quand le faire, comment le faire. Puis ça marche pas, ça aussi, non, là. C'est ça. Oui, ça marche avec certains. Tu as des enfants qui sont confortables à se faire dire toujours quoi faire. Ils réfléchissent pas, mais un jour ou l'autre, ils vont devoir réfléchir. Ouais. Très rapidement, j'ai envie de vous parler des 5 piliers du leadership éducatif que j'ai développé. Premier pilier, c'est l'observation-conscience. Comment est-ce que je prends régulièrement un pas de recul pour observer l'enfant, comprendre où est-ce qu'il en est rendu, à quels besoins il répond par ses comportements, prendre conscience de ce qui se passe en moi, prendre conscience aussi du climat de mon groupe, des interactions entre les divers enfants, qui fait bouger le groupe, qu'est-ce qui fonctionne bien avec ce groupe-là, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, la capacité à prendre du recul de façon régulière. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est la douceur. La douceur, on pourrait dire la bienveillance. Donc, comment je viens créer mon lien, comment je fais sentir aux enfants qui sont importants, comment est-ce que je les regarde avec affection. Parce que souvent, je trouve que nos enfants aujourd'hui sont un peu en carence de regard. Ils se font regarder quand les adultes prennent le temps de les regarder parce que, c'est ça, les adultes prennent le temps de regarder les enfants quand c'est de la désapprobation.
Donc, comment est-ce que l'adulte, justement, prend le temps de s'intéresser, de faire un compliment? Je parle pas nécessairement de juste valoriser les bons comportements. Faire un compliment gratuit. Donc, juste faire sentir à l'enfant qu'il est important. Le petit bonjour en arrivant le matin, quand on va accueillir notre coco, on va dire « Bonjour, mon beau Victor, comment ça va ce matin? Je suis contente que tu arrives. Viens, on va aller rejoindre les amis. » Donc, les copains, les camarades, en tout cas, bref. Tout cela, là, les... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas dire les amis. En tout cas, bref. Ouais, okay. J'ai des vieilles habitudes que je n'ai pas encore... OK. Autre sujet. Oui, c'est ça. C'est un sujet, ça. Ouais. Un autre pilier, c'est la fermeté, le courage. Donc, dans la fermeté et le courage, c'est moi le cadre, les règles, la capacité que je vais justement arrêter les comportements indésirables, la capacité parfois d'être un petit peu plus dans hey, « non, ça c'est interdit mon grand, ça c'est pas permis ». La capacité que j'aurai à faire vivre certains déplaisirs aux enfants, mais aussi comment je les pousse à sortir eux de leur zone de confort, puis développer leur courage. Donc, c'est la partie où on évite de tomber dans la surprotection. L'autre pilier, c'est l'humour et la légèreté. Avoir du fun, avoir du plaisir, rigoler, arrêter de se prendre la tête pour des conneries qui éventuellement vont disparaître plus tard. Les faux combats, là, il faut que mon enfant mange tous ses légumes dans son assiette. Il en mangera d'autres demain, c'est pas grave. T'sais. Si Nadia était là, notre cuisinière, elle pourrait s'asseoir là et puis t'expliquer comment, en fait, tout le débat autour de l'alimentation, de l'alimentation équilibrée, les sucres raffinés, pas les sucres raffinés, puis toute la considération. Puis un jour, je pense qu'on fera un podcast avec elle, parce que, si elle accepte. Bref, donc, est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de légèreté dans l'éducation des enfants, puis se rappeler que on a 18 ans pour élever un enfant, 24, c'est un garçon. Très bien, je le vis très bien, je vais être honnête. On peut se calmer. Si notre enfant n'a pas encore appris à partager les jouets à l'âge de 2 ans et demi, il n'est pas défectueux, il y a encore le temps de l'apprendre. Donc, tu sais, est-ce qu'on peut se prendre un petit peu moins au sérieux? Et tout ça, ça fait une espèce de triangle. C'est assis pour moi sur la responsabilisation. Responsabilisation de l'enfant. Comment est-ce que j'y enseigne à prendre conscience de ses besoins, les nommer clairement, idéalement en vieillissant à la bonne personne, idéalement en vieillissant sur un ton agréable. Comment est-ce que je leur apprends à vivre des délais, à être capable de jouer tout seul, de se consoler par eux-mêmes dans certaines situations, pas quand ils sont envahis par des émotions, des petites frustrations. Tout l'apprentissage de la gestion des émotions, être capable de tolérer les frustrations. Être capable, en vieillissant, d'apprendre à faire des choix. Puis, assumer les résultats. Faire certaines erreurs, me tromper, me reprendre, développer tout le sens de l'effort. Tout ça, donc, pour moi, c'est de la responsabilisation. C'est vraiment intéressant. Puis, en effet, j'entends déjà probablement des personnes réagir sur le fait qu'on compare le leadership d'affaires et le leadership éducatif. Et au final, est-ce que le mauvais parallèle... La réalité, c'est que c'est de l'humain dans les deux cas. Exact. Puis c'est ça la ligne directrice. Puis je veux dire, il y en a des entreprises qui sont pas humaines, là, mais en général, ouais, c'est ça. Mais tu veux avoir un lien avec les gens avec qui tu travailles, que ce soit... En tout cas, bref. Mais en fait, c'est ça. Puis il y a ce côté, tu sais, dans la gestion d'équipe, justement. Et là, j'ai perdu complètement ce que j'avais. Je m'excuse. Il y a une histoire de gestion d'équipe derrière ça. Et une histoire de... Ouais, c'est ça. Comment c'est ça y est, ça me revient. À quel moment tu dis stop? À quel moment tu dis stop à un enfant? Et comment tu lui dis? Et puis avec cette espèce de fermeté, il y a un moment donné où c'est inacceptable. Puis dans le inacceptable, je parle plus d'une gestion d'équipe. Là, tu as souvent, c'est sûrement arrivé à tout le monde d'avoir quelqu'un dans ton équipe. On dit ouais, tu sais bien, elle est comme ça aussi. Ouais, mais elle est un peu brute, mais bon, elle est comme ça aussi. Donc, oui, mais non. En fait, il y a un moment donné où quand ça vient abîmer l'équipe, et ça devient inacceptable. Ça devient inacceptable déjà dès le départ, là, de mal parler aux gens et de pas de respecter. Mais fait d'avoir ce courage-là dont tu parlais tout à l'heure, de dire, moi, en tant que leader d'équipe, je décide que ça doit se terminer, notre collaboration. Peut-être que toi, tu te sens bien dans cette façon de faire, mais pas ici, ça n'est pas accepté. Puis voilà, d'avoir on a déjà eu cette conversation souvent là, sur le fait de différer ou de refuser d'avoir ces moments-là. La peur de déplaire, on a souvent peur de déplaire. Une peur de devoir assumer les inconforts, mais
comme éducatrice, on fait le parallèle avec l'éducatrice, avoir le courage de parfois s'affirmer, mettre des limites, se respecter soi avec l'enfant, mais même aussi avec les parents. Ouais. T'sais, dans certains cas, il y a des éducatrices que je vais encourager à faire preuve de fermeté avec certains parents et dire ben non, je suis désolée, mais je vous permets pas de me parler sur ce ton-là. Je ne vous permets pas d'entrer dans le local comme ça. Oui, ça va me faire plaisir de discuter avec vous des comportements de votre enfant, mais pas à 5h moins quart sur le bord de la porte parce que j'ai un groupe à m'occuper. Donc, oser déplaire. C'est une dynamique d'équipe aussi, dans le sens que si l'éducatrice fait ce call-là, ben il faut qu'il y ait une confiance que l'équipe en arrière va suivre aussi, puis qu'il y a un soutien. Puis là, on revient au leadership, là, c'est de dire, ben, est-ce que j'ai confiance en ma gestionnaire, à la personne qui va pouvoir me soutenir. Ouais. Oui, c'est ça. Puis tout ça se transpose. Hein, on appelle ça en psychologie le phénomène de transfert contre transfert. Donc, si j'ai une gestionnaire ou un gestionnaire qui a un bon leadership, quand même avec une belle fermeté bienveillante, puis qui épaule son équipe, puis qui responsabilise son équipe, puis qui est prêt à prendre des décisions parfois qui sont difficiles, mais qui le fait toujours dans un profond respect, parce que c'est ça qu'il doit y avoir derrière. La différence entre une saine autorité puis de l'autoritarisme, c'est le respect. C'est le profond amour, l'amour profond de la personne qui est là. Le vouloir le bien d'eux. C'est ça la bienveillance, en fait. Donc, si j'ai une gestionnaire qui est vraiment bienveillante et qui est prête à prendre des décisions parfois plus difficiles et de s'affirmer pour créer une belle cohésion d'équipe pour que chacun se sente respecté, ben, par définition, automatiquement, les éducatrices risquent d'adopter un peu la même posture avec leurs enfants et avec les parents. Finalement, ta dynamique, là. Oui. Tu as nommé tout à l'heure la relation avec les parents. Puis je pense que le climat social, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est de plus en plus tendu. Puis en fait, ça a un impact évidemment sur les enfants, mais aussi sur les relations avec les parents. Comment est-ce que tu adresses ça, toi, dans ton approche, la relation avec les parents? Ben, encore une fois, si dans mon approche comme éducatrice, par exemple, comme direction, on est dans un profond respect du parent, de comprendre que ben il a son point de vue. Absolument. Ce parent-là veut le mieux pour son enfant. Ce parent-là, en coaching, on a la croyance que tous les comportements sont motivés par une intention positive. Donc, si je suis dans l'idée que la personne devant moi a forcément une intention positive, elle est peut-être maladroite, elle a peut-être une façon inadéquate de le faire, ben ça va me permettre d'avoir une posture. Si je décide de m'affirmer, de mettre une limite qui va être faite, mais pas dans la réactivité, une fois qu'on est à bout de nerfs, puis pas en présumant que la personne a une mauvaise intention, c'est intéressant. L'irritation. Prenons l'exemple de, je sais pas, moi, tu disais tout à l'heure, la maman qui dit, ben, tu sais, mon enfant, quand tu lui parles, mets-toi à sa hauteur. On est d'accord, c'est vrai que c'est une bonne technique. Maintenant, on le fait pas tout le temps parce que, bon, avec 6-8 enfants, on réussit pas toujours à le faire, puis parfois, c'est correct qu'on se mette pas toujours à sa hauteur. Admettons que ce parent-là insiste et dit, bon, ben, je tiens à ce que vous mettiez à sa hauteur à chaque fois, ou je demande qu'il y ait tel accommodement, etc. Puis à un moment donné, ça devient trop. Ben, comme éducatrice, je peux avoir l'approbation, en discuter avec ma direction, en discuter avec ma conseillère pédagogique. Et on prend une décision et on dit, bon, ben, écoutez, on va dire à ce parent-là que, ben, non, on ne peut pas répondre à ses exigences. Mais si je le fais avec ce parent-là, on est à bout de nerfs, puis bon, c'est un parent qui est trop exigeant, qui en demande trop, blablabla, et que je le fais, moi, avec 3 onces de mépris, c'est sûr que le parent va se braquer. Si je le fais avec, ben, elle pense avoir la bonne solution, elle le fait avec bonne intention, mais on choisit, nous, que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Tu sais, par exemple, pour les siestes. On a des parents qui disent, bon, on veut pas que mon enfant fasse de sieste l'après-midi parce que il dort pas le soir. Si, comme établissement, on a décidé que la sieste était obligatoire, que l'enfant est obligé de rester sur son matelas, mettons, une demi-heure, et je comprends que le parent ne comprenne pas. Et je peux me dire, ben, on va prendre une position, puis on va dire, ben, écoutez, on comprend que vous ne compreniez pas. On comprend que ce soit difficile pour vous le soir.
Mais je ne présume pas que le parent fait ça pour se débarrasser de son enfant. Non. Je ne présume pas que ce parent-là n'a pas d'autorité. Je ne présume pas, tu sais, je ne le juge pas, mais on se dit, ben, écoutez, nous, notre position, tu sais, d'établissement, c'est que la sieste est obligatoire. Puis cette position-là, ben, elle est assise sur certaines lectures qui nous disent que le cerveau de l'enfant a besoin d'une pause l'après-midi. Et parce que, ben, tu sais, on a une gestion de groupe à faire. Puis Ouais. notre enfant court autour de la pièce pendant que les autres font une sieste, les autres vont moins bien dormir. Mais on comprend que ce soit difficile pour vous. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, dans cette approche-là, tu peux pas aller chercher le contexte du parent sur sa prise de décision. Tu peux le présumer, puis c'est pas une bonne idée de le présumer. Mais par contre, toi, tu peux te donner c'est quoi ton contexte à toi comme éducatrice, de dire, ben oui, je comprends, j'entends ce que tu me dis, mais vu la gestion de groupe, vu ci, vu ça, vu que c'est notre position, ben, tu es capable de le faire valoir, puis de faire comprendre. Après ça, le parent, il faut qu'il ait sa part de réflexion, si on veut. Là. Exact. Puis, ben, tu sais, moi, je reste dans mes bottines à ce moment-là en disant, ben, je m'affirme et je vous dis que, ben, ici, c'est comme ça qu'on va choisir de fonctionner, même si je comprends que c'est difficile pour vous, même si je comprends que vous n'êtes pas d'accord. Puis, je vais peut-être même accepter que le parent me réexprime son désaccord. Puis, je vais peut-être même accepter qu'il soit en colère. Parce que moi, dans mes bottines à moi, de leader, je fais, ouais, ben, mais c'est quand même ça. Ça va être comme ça ici. Intéressant. Et ça va être la même chose avec les enfants. Je demande à William de ramasser ses jouets, ça y tente pas. Puis là, ben, je lui dis, ben, écoute, mon cœur, ben, tu sais, pour faire l'activité suivante, il faut que tes jouets soient rangés. Fait que, regarde, toi, tu ranges celui-là, celui-là, celui-là. Puis là, ben, William, il est pas content, puis il bougonne, puis il bourrasse, puis il botte, puis tout ça. Ben, je reste dans mes bottines, ouais, mais c'est pas négociable. Tu vas pouvoir participer à l'activité suivante quand ces jouets-là sont rangés. Puis je comprends, puis c'est vrai que c'est pas le fun. Moi non plus, j'aime pas ça beaucoup ranger. Mais c'est pas négociable. Faut le faire pareil. Donc, c'est pas. Je présume pas que c'est un paresseux, je présume pas qu'il va essayer de me monter sa tête, qu'il faut pas qu'il gagne, là, je suis pas dans les menaces, puis là, ben là, j'ai pas l'impression que sa vie va être terminée et que j'aurai plus aucune autorité si finalement il range pas ses jouets puis il a juste pas participé à l'activité suivante. Mais je reste dans mes bottines. Mais c'est comme ça. mais c'est comme ça. C'est ça qui va se passer. T'es déçu parce que finalement, l'activité suivante, t'as pas pu la faire. Ben oui, pauvre loulou. Viens, m'a te consoler si tu veux. On va les ranger la prochaine fois. Peut-être ça serait une bonne idée que tu ranges tes jouets. Mais écoute, si tu veux pas, ça t'appartient. Je te laisse vivre ton inconfort, je te laisse vivre ta frustration, je t'accueille là-dedans, mais je reste dans mes bottines. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a des images là, même avec nos enfants, mettons. Impossible. Et je pense qu'on pourrait, comme je regarde par là parce qu'il y a un chronomètre, c'est très bizarre, les gens regardent la vue. Surtout ceux qui écoutent, ça va être. Ouais, en effet. On va être obligé de terminer, Nancy, mais vraiment, voilà, ça a répondu à mes attentes. J'en avais beaucoup de curiosité, et puis c'est qu'un début. Je pense qu'il y a vraiment allez l'écouter. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant et qui connaît votre terrain en fait et qui connaît notre terrain. Et nos réalités, fait que André a probablement une dernière question. On aime ça, poser des questions de fin. On veut que les gens qui font l'écoute puissent être capables de repartir avec un outil pratique ou un conseil pratique pour quelqu'un qui est nouvellement dans un rôle de gestion, qui est depuis plusieurs années, au contraire, dans un rôle de gestion. Un conseil de quoi qui est vraiment axé sur ton expertise à toi. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens repartent de la conversation qu'on a eue ensemble? Fuyez. Ah là là, c'est une excellente question. Vous auriez dû me la poser avant. En fait, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que le leadership, que ce soit le leadership d'un gestionnaire, comme le leadership éducatrice et d'une éducatrice envers son groupe, comme le leadership parental, c'est une question de cœur. C'est une question de trip, c'est d'être moins dans sa tête, moins dans les tâches et davantage dans la relation. C'est comment est-ce que je crée la relation en tout respect des différents types de personnalités. Parce que là, on ne l'a pas abordé, mais
dans ce qu'on du leadership. Il y a aussi le respect de la personnalité des gens, des enfants comme de celui de nos équipes. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on est dans le respect de la personne et dans le respect de soi? Donc, c'est être ni carpette, ni dictateur. C'est un peu ça, le leadership. Merci beaucoup. Merci Nancy. Si on veut te contacter pour t'écouter nous parler de leadership éducatif ou de gros bon sens ou de tout le reste, tes livres aussi, j'aimerais ça au moins que tu les nommes pour qu'on puisse... T'en as 12 millions là, mais où est-ce qu'on peut trouver toute cette info et puis te contacter? Sur mon site internet sosnancy.com. Toutes les formations, j'ai une 50aine de sujets de formation pour les garderies, entre autres, mais aussi les écoles, etc. J'ai un programme qui s'appelle Parents Leaders aussi, c'est plus pour les parents, mais on a quand même pas mal d'intervenants qui le suivent, où on vient travailler sur soi, sur la communication, sur la bienveillance, hier, on se parlait de l'importance de prendre soin de nos propres besoins, de nommer nos besoins plutôt que de faire des plaintes et des critiques. En tout cas, bref, on parle beaucoup de justement du leadership, de notre posture, de notre attitude, etc. Donc, il y a ce programme-là, mais aussi il y a ma page Facebook et SOS Nancy Coaching Familial où on a un paquet là, d'outils régulièrement, des petits lives. La formation dont tu parles, il y en a certaines qui sont j'allais dire en webinaire, mais en vidéo que tu achètes, j'imagine. Puis le programme dont tu parles, est-ce que c'est des ateliers en présentiel en ligne, là, je veux dire? Oui, en fait, c'est ça, le programme Parents Leaders, c'est un live par semaine. Il y a aussi beaucoup de matériel là, en vidéo que les gens peuvent aller consulter au besoin sur la gestion des émotions, les 5 piliers du leadership éducatif, etc. Mais je viens faire un live chaque semaine pour faire des réflexions. On a aussi des webinaires interactifs où on vient répondre aux questions des gens, discuter ensemble. Un co-développement un petit peu parental. C'est ça, exact. Puis tes livres aussi, j'imagine qu'ils sont aussi sur ton site. Ils sont sur mon site internet. Il y a un dernier qui va sortir bientôt. Oui, c'est ça. Je suis présentement, je rentre en processus d'écriture sous peu. J'en ai à peu près la moitié d'écrit pour Parents Leaders. Mais sinon, j'ai Parents Gros Bon Sens, qui est mon premier, qui aide à comprendre le sens des comportements dérangeants, prendre du recul, justement. J'ai Parents Responsabilisants, 10 étapes pour apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes. Donc, ça, c'est deux best-sellers. J'en ai un aussi qui est super intéressant, qui s'appelle « Et si c'était de l'anxiété ». Donc, le titre complet, c'est Pleurs, crise et opposition, et si c'était de l'anxiété. Chez les tout-petits, on parle d'anxiété chez les tout-petits. C'est quoi le lien entre les comportements dérangeants et le stress chronique et l'anxiété auquel les enfants peuvent être confrontés? Fait que c'est surtout ceux-là qui sont intéressants. Sinon, j'en ai aussi 2 autres sur l'intimidation, un autre sur le sommeil. Et voilà. Pas, hein, et tout ça, j'écris ça à 2 doigts. Je suis très le numérique, on en parle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci pour tout, Nancy. On espère que c'est qu'un début de collaboration. C'était vraiment intéressant de t'entendre. Et puis, on te souhaite que du succès, évidemment, dans l'écriture de ton prochain livre, mais aussi dans tout le reste de ton aventure de coaching et d'école et de tout, parce qu'en fait, la liste est longue. Fait, merci beaucoup. À très bientôt, je l'espère. Et merci beaucoup à vous tous pour votre écoute. Yes. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.